BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, c'est donc Maurice Leroy, député UDI de Loir-et-Cher, porte-parole du Nouveau Centre. Bonsoir Maurice Leroy, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été ministre de la Ville sous François Fillon de 2010 à 2012. En charge du Grand Paris. En charge du Grand Paris, dossier récurrent, ouais, dont on parle encore et dont on reparlera encore. Et vice-président de l'Association des départements de France. Mais Patrick Coquillet, qui est avec nous, vous posera quelques questions concernant cette casquette. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et à tout de suite. Je voudrais d'abord vous demander de nous faire un petit peu preuve d'un peu pédagogie parce qu'on se pose encore beaucoup de questions sur la stratégie de votre parti, l'UDI. L'UDI, censé être une force d'appoint pour les Républicains en vue de la prochaine élection présidentielle, s'est prononcé ce week-end en congrès contre une participation à la primaire de la droite. C'est-à-dire qu'en état actuel des choses, l'UDI, si on comprend bien, serait parti pour avoir son propre candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, Maurice? Non, pardonnez-moi, preuve qu'il y a besoin de clarifier. Oui. La motion qui a été adoptée au congrès de l'UDI, après le vote des adhérents, oui, elle est simple. Elle dit pas de participation à la primaire tant qu'il n'y aura pas d'accord préalable, quand même la moindre des choses, avec les Républicains sur un projet, un nombre de circonscriptions, etc. Donc c'est pas, pardon, comme vous l'avez dit, pas d'accord du tout. C'est accord. Mais s'il n'y a pas accord. Et ensuite, par définition, non mais par définition il y aura accord. J'ai pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je constate que depuis, Nicolas Sarkozy a demandé à rencontrer la direction de l'UDI comme président des Républicains, que François Fillon s'est exprimé très clairement pour qu'il y ait un accord avec l'UDI. Alain Juppé a fait de même. Je sais que Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai reçu en Loir-et-Cher récemment. Donc vous verrez, il y aura un accord. Bon, et pardon, juste une petite correction, si vous permettez. Ce n'est pas très élégant le terme d'appoint. Donc, vous savez, c'est très simple. C'est très simple la vie. Sans l'UDI, sans le centre et sans les centristes, il n'y a aucune victoire possible, ni aucune alternance possible. Ça, je pense qu'ils avaient compris que c'était le message que vous vouliez faire passer. Voilà. Mais c'est pas un message c'est le message des élections départementales qui viennent de se fixer. Vous savez que même dans les 3 élections législatives partielles qui ont toutes été remportées par les Républicains sans aucune exception, sans l'UDI, il y aurait eu plus de difficultés. Accord sur quoi? Plus sur les idées, sur le programme ou sur les circonscriptions? À la fois un accord, écoutez, c'est normal qu'avant les élections, plutôt rassurant pour les électrices et les électeurs, qu'avant 2 forces politiques qui comptent, les Républicains et l'UDI, toutes composantes confondues, se mettent d'accord sur un projet de gouvernement, sur un accord de gouvernement, et du coup, ensuite, disent, voilà, il y a tant de circonscriptions qui sont réservées à l'UDI, d'autres aux Républicains, etc. Voilà, un accord clair. On joue carte sur table devant les Français, devant le peuple français. Un accord ou un marchandage? Je veux savoir s'il y a des idées. Vous savez, toutes les négos sont du marchandage, toutes, sans aucune exception. Voilà. On est à BFM Business ici, non? Bon, donc on parle régulièrement de négociations, donc ça fait partie du jeu. Votre président Jean-Christophe Lagarde dit: je veux éviter que les idées centristes soient oubliées, effacées, négligées, comme entre 2007 et 2012. Alors qu'au passage, je dis au gouvernement, vous, entre 2007 et 2012, tout comme Hervé Morin, de quelles idées on parle globalement? Si je devais voter dimanche prochain pour une élection, pourquoi est-ce que je devrais voter UDI finalement? Parce que vous voteriez pour une force qui est à la fois, qui souhaite, vous parlez de la loi El Khomri, par exemple, qu'il y ait un peu plus de simplification, voilà, un code de travail qui fasse moins de 100 pages. Voilà, ça commencerait par ça. Faire en sorte qu'effectivement on ait aussi plus d'Europe et mieux d'Europe. Moi je me réjouis des déclarations de Manuel Valls cet après-midi, j'y étais devant l'Assemblée nationale, qui s'est adressé avec beaucoup de fermeté, et je le souligne et je l'appuie, c'est avec beaucoup de fermeté pour dire au groupe socialiste et au groupe écologiste du Parlement européen qu'il faut absolument adopter le PNR européen. Ça n'a que trop duré, et fort de ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, et je tiens à assumer et dire toute la compassion à l'égard des victimes, de leurs familles, et la solidarité avec les autorités belges, voilà, ce sont des marqueurs. La décentralisation, nous sommes, nous, une tendance plus décentralisatrice, voilà, social-libérale. Voilà, c'est-à-dire qui conjugue à la fois la
voilà, le créneau libéral, mais aussi avec la sécurité pour les salariés. Voilà, on a besoin de cela. Il n'y a pas d'atome crochu. Il n'y a pas d'atome crochu sur tous ces sujets avec certains candidats des Républicains. Oui, non, mais très confiant. Écoutez, il y a toujours eu des accords. Il y a toujours des bras de fer avant les périodes électorales. C'est pas nouveau. Est-ce que c'est vrai que vous négociez avec les Républicains entre un quart et un tiers des circonscriptions éligibles pour le... Encore une fois, c'est pas une discussion de marchand de tapis. Qu'est-ce qu'on constate dans ce quinquennat qui est en train de se terminer? On le voit à gauche, ni le Parti radical de gauche, ni les écologistes n'ont pesé parce que, en fait, ils n'avaient pas un groupe parlementaire. On le voit au Sénat, c'est intéressant. Au Sénat, le groupe centriste est un groupe charnière. Il n'y a pas un texte qui sort du Sénat, y compris sur la révision constitutionnelle tout à l'heure à 16h dans le vote au Sénat, sans la participation centriste. Nous apportons une valeur ajoutée dans les textes. À l'Assemblée, vous avez 29 élus. Oui, bien sûr. Oui. Et vous voulez en obtenir 70-80, dit-on. Ça serait l'idée. Écoutez, quand on regarde effectivement les équilibres, ce serait équilibré de marcher sur les deux jambes, la jambe des Républicains et celle des centristes de l'UDI. Ça tire un peu dans tous les sens à l'UDI. L'UDI n'est pas cette famille politique groupée que souhaitait Jean-Louis Borloo à une époque finalement. On voyait Jean Arthuis par exemple qui fait partie d'une des composantes de l'UDI qui disait ce matin, moi j'envisage de me présenter à la primaire de la droite et du centre. C'est le droit de il y a Jean-Christophe Lagarde, il y a votre président, il y a beaucoup de... Voilà. C'est le droit de Jean Arthuis. Oui. Nous l'avons reçu au congrès du Nouveau Centre à Vendôme. Il porte vraiment les valeurs humanistes européennes. Il a parfaitement le droit d'être candidat. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il n'engage que lui. Il n'engage pas l'UDI. C'est ça qui a été exprimé au congrès dimanche dernier de l'UDI. Voilà, attendez, on va pas reprocher à l'UDI d'avoir une candidature quand il y en a 8 ou 9 du côté des Républicains. Qu'on peut lui reprocher en tout cas, c'est comme c'est perdu par l'opinion. Il y a un truc marrant dans la conception et dans la vie politique française. Quand à gauche, dans chaque élection, ils sont à 5 ou 6, ça s'appelle la gauche plurielle. Qui est de plus en plus la gauche plus rien d'ailleurs en fin de ce quinquennat. Mais c'est la gauche plurielle. Et quand à droite et au centre il y a deux candidats, c'est une division. Un jour il faudra m'indiquer un bon cours du soir pour que j'apprenne pourquoi quand il y a deux candidats à droite et au centre c'est une division et quand il y en a 5 à gauche et à l'extrême gauche c'est le pluralisme. Eh bien écoutez, la droite plurielle on peut le lancer, ça sera peut-être un créneau d'avenir, allez savoir. Mais on a besoin de pluralité. Oui, mais bien sûr. Vous êtes vice-président de l'association des départements de France. Comme a dit un très bon auteur, l'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité. Patrick Coquidé est dans la place. L'unité, c'est pas l'uniformité. Pour d'autres questions, il nous reste 4 minutes, on a encore des questions. BFM Business, l'heure H, l'écho de Coquidé. Patrick Coquidé. Oui, je voulais vous interroger sur votre autre casquette, vice-président de l'association des départements de France. Alors, vous nous expliquez qu'il y a une quarantaine de départements, sur un peu plus de 100, qui ne peuvent pas boucler leur budget là, dans les prochains jours et qui peuvent le faire uniquement en augmentant fortement les impôts. Alors, est-ce que vous en rajoutez pas ou est-ce que vous ne faites pas non plus un peu du chantage au gouvernement en disant attention, on augmente les impôts si vous n'hésitez pas plus? Non, très sincèrement, cette affaire est sérieuse. L'année dernière, il y avait 10 départements, il y en a 101 en France, il y avait 10 départements qui ne pouvaient pas boucler le budget et le gouvernement a fait en quelque sorte un chèque en loi de finances rectificative de 50 millions d'euros pour 10 départements. Cette année, il y en a 40 dans cet état de fait. L'année prochaine, il y en aura 80. Voilà. Ce sont les analyses de l'Assemblée des départements de France. Quelle est la situation? Je vais vous faire un zoom Loir-et-Cher puisque moi je vote le budget et ce qui vaut en Loir-et-Cher vaut pour les départements. Quand j'étais président du département de Loir-et-Cher en 2004, il y avait 4460 allocataires du revenu minimum d'insertion. Une dépense de 16,3 millions d'euros, une recette de 16,3 millions d'euros. C'était équilibré à l'euro près. Aujourd'hui, quand je présente lundi le budget du Loir-et-Cher, 40 millions d'euros, 10 000 bénéficiaires au revenu de solidarité active, 20 millions d'euros non compensés par l'État. Il faut rajouter la prestation autonomie, il faut rajouter la prestation du handicap. Ça veut dire qu'au plan national, il y a 11 milliards d'euros, c'est pas de la bagatelle, 11 milliards d'euros de reste à charge pour les 101 départements. Nous l'avons exprimé avec Dominique Bussereau et une délégation de l'ADF devant Manuel Valls le 25 février dernier à Matignon. Justement, Manuel Valls a annoncé que concernant le RSA, c'est l'un des gros problèmes, oui. l'État allait reprendre à sa charge le RSA sans vous ôter
des ressources. Alors finalement, non, mais vous avez gagné, non? Non, malheureusement, nous n'avons pas. Si on avait gagné, ce serait très bien. Et moi, je ne serais pas obligé, y compris de fiscaliser en Loire-et-Cher. Si on avait gagné, on retire la hausse demain matin de la fiscalité. On n'a pas gagné du tout. Manuel Valls a annoncé devant Dominique Bussereau et la délégation de l'ADF du 25 février, effectivement, une renationalisation du RSA. Il l'a annoncé pour 2017. Et dans le communiqué de presse de Matignon, le communiqué de presse fait foi, il dit on ne touche pas aux recettes dynamiques des départements, que sont les droits de mutation, pour faire simple les frais de notaire, et la CVAE, ce qui a remplacé la taxe professionnelle pour que tout le monde suive bien. Bon, malheureusement, quand Alain Lambert, ancien ministre du Budget, président de l'Ordre, a négocié avec Christian Eckert, le ministre du Budget, Bercy avait complètement repris la main, comme souvent dans ce pays d'ailleurs, et on se retrouve du coup pour le moment avec un effet d'annonce de Manuel Valls qui est une annonce sans effet. La chose, elle est simple. Si cette réforme n'est pas au rendez-vous, les départements seront contraints de faire ce qu'a très bien dit Dominique Bussereau, c'est-à-dire de dire, très bien, alors on attribue le RSA, mais on attribuera aux allocataires qui iront s'inscrire à Pôle emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous verrez la tête de la courbe de l'emploi. Finalement, vous allez avoir une petite rallonge cette année encore. Non, mais la petite rallonge, juste un chiffre pour comprendre. Je vous ai dit, c'est 50 millions pour 10 départements. Le Nord a touché 10 millions d'euros sur les 50. C'est énorme. Vous savez ce que ça représente dans le Nord? 4 jours et demi de RSA. Demandez au président Jean-René. Non, la situation, elle est gravissime pour les départements. Les départements sont à l'os aujourd'hui. Et s'il n'y a pas une véritable réforme, il n'y a plus de gras. Il faut être clair, il n'y a plus de gras. Merci. Pour les départements, c'est la solidarité, c'est le lien social dans notre pays. Merci beaucoup, c'est terminé hélas. Merci beaucoup Maurice Leroy d'être venu nous voir ce soir, député UDI de Loire-et-Cher, porte-parole du Nouveau Centre, vice-président de l'Association des départements de France. Merci Patrick, à très vite. Voilà, l'orage se termine, 18h57. Dans un instant, Fabrice Lundi, les décodeurs de l'écho qui vont revenir bien sûr sur tout ce qui s'est joué du côté de Bruxelles aujourd'hui. L'orage revient demain midi en direct. Bonne soirée, à demain sur BFM Business.